plaisir de vous inviter à cette table ronde et on se penchera sur la résilience et la coopération dans la cyberdéfense. Un panel superbe à ma gauche, Monsieur Roca, Javier Roca, donc cybercommandeur espagnol. Plus bas, général, donc G de Montenon, et Michel Tick d'Estonie, qui nous rejoint donc aujourd'hui. Je vais m'efforcer d'entamer les débats, les questions pour la salle, mais vous aurez, j'espère, des réponses, et je le ferai dès que possible. Donc, préparez vos questions, mais sans donc tarder, je m'adresse tout de suite à notre panéliste français et vous demander, général, ce qui, à vos yeux, est la résilience. Et qu'est-ce que cette résilience du point de vue de la défense du cyberespace et quels sont les majeurs défis dans le cadre de cette résilience aujourd'hui? Bien, merci d'être ici au nom donc de mon patron, le cybercommandeur, qui sera avec nous cet après-midi. Moi, je suis le vice-commandant pour le général Tiss, donc depuis 2 ans. La résilience est un peu un gros mot, si vous voulez. On en a beaucoup entendu parler, un mot qui a beaucoup très répandu. Le Covid pouvait donc causer des dommages à l'économie et même plus. Mais vous dites, c'est un mot qu'on a entendu fréquemment dans le domaine du cyberespace. On a vu ce que les cyberattaques font aux organisations, surtout donc détruire des entreprises ou les retarder pendant des semaines. Mais ça revient parfois à des pertes énormes et c'est même se compte en millions de dollars. Sans penser à des pires situations. Il y a toujours cette crainte d'une cyberattaque, et je ne sais pas qui l'avait utilisé, cette expression pour la première fois. À quoi ressemblerait une telle cyberattaque? C'est quelque chose qui gèlerait une organisation, une société, et peut-être même un pays entier, une fonction vitale, un organe comme l'eau, le réseau d'eau ou l'énergie qui serait gelée. Dans le domaine militaire, fatalement, qui relève de ma responsabilité, ça peut être, par exemple, supprimer, arrêter l'utilisation de tout système armée digitale. Tout système toute arme est vulnérable face à une telle attaque numérique, fatalement. Que pourrait-on penser? À quoi peut-on penser une telle attaque qui nécessite de la résilience? C'est ne pas utiliser, par exemple, les radars pour la défense de l'espace aérien, de ne pas utiliser les systèmes terre qui sont interconnectés fatalement. Un grand tank, ce n'est pas seulement un tank, c'est un système à armes digitalisé. Ça peut être bien pire. Ce qu'un ennemi pourrait faire, supprimer notre recours à des armes nucléaires et donc notre force nucléaire est fondée là-dessus. Donc tous ces scénarios, nous les avons fatalement à l'esprit. Du point de vue français, l'idée d'un Pearl Harbor cybernétique, c'est pas le pire des scénarios auxquels l'on pense. On n'est pas totalement inquiet quant à un tel scénario, mais on devrait l'être peut-être plus. Regardez les attaques comme ceux de l'année dernière, les vents solaires l'année dernière, eh bien, il y a un système clé, si vous voulez, qui est utilisé dans différents systèmes nombreux, eh bien, ça pourrait causer la paralysie, si ce n'est paralyser, carrément pénétrer de nombreuses autres organisations. Et ça, c'est un scénario possible. Alors, la résilience dans ce scénario, et ceci pour répondre à votre question, moi, je n'aime pas beaucoup la doctrine, mais à mes yeux, la résilience, c'est la capacité à assurer la continuité des services, malgré, bien sûr, une attaque qui pourrait être réussie par l'ennemi. La continuité des services inclut des pertes de continuité de service, mais rien qui puisse réellement causer des conséquences majeures lourdes. Dans le domaine militaire, pour y parvenir, il faudrait d'abord éviter des grandes attaques, bien sûr, identifier les menaces potentielles, développer les outils défensifs face à de telles menaces
potentiel, fatalement. Et lorsque l'attaque se produit, un système à réaction rapide. Rapide, ça veut dire d'abord identifier l'attaque. Parfois, voyez-vous, elle a lieu de façon sous-jacente et sans que l'on le sache avant des mois et des années. On découvert un malware qui a fonctionné pendant des années. Eh bien, ça a réussi. Et cela n'a pas empêché le système d'avancer, si vous voulez, de fonctionner. Alors, réagir en assurant bien sûr la continuité des services, la remédiation. La remédiation, ça veut dire, au fait, réparer le système, littéralement. Après réparation, prendre d'autres initiatives afin de empêcher la répétition. Caractériser et donc savoir exactement quel malware nous a attaqué et attribuer l'attaque et publiquement dénoncer cela. Nous avons été attaqués par telle organisation et la poursuivre en justice ou bien par tel État qui doit assumer cette responsabilité. Et pour nous, la dernière part de cette réaction, c'est l'attribution. C'est un processus, ce n'est pas militaire, c'est civil. C'est une décision souveraine d'un État de dénoncer publiquement une telle attaque. Et c'est là notre approche française. Mais vraiment, la spécifier, la caractériser, c'est la relève de notre responsabilité. Alors j'en terminerai ici. On ne peut pas le faire seul. Il faut des partenariats solides pour s'échanger des informations quant à la menace. Partant de notre expérience, un partenariat dans le cyberespace, ça commence par un dialogue sur la menace. On ne peut pas avoir de partenariat en décidant simplement d'attaquer un opposant ensemble. C'est pas comme ça que ça se passe dans le cyberespace. On commencera par se dire, si on se fait confiance, on partage les informations, on entame notre partenariat et on fait face aux défis. Tout d'abord, les politiques, est-ce que les gens, l'organisation avec laquelle on est en dialogue dans un pays donné, comme mes collègues, est-ce qu'ils ont l'autorité et la permission, le mandat pour échanger cette information? Ensuite, quel système d'information allons-nous utiliser parce que ce sera confidentiel et classifié, bien sûr, et c'est toujours terrible quand on doit échanger avec un autre pays sans avoir un système d'échange d'informations performant. Merci, Monsieur le Général. Et alors, nous dire et rebondir sur ce concept, cette idée de coopération et plus particulièrement cette confiance. Quel est le point de vue de Madrid sur cette coopération qui est toujours très difficile en raison d'un certain nombre de soucis? Oui, ça fonctionne. Tout d'abord, je vous remercie bien sûr à toute la salle d'être présent pour le travail et d'avoir aussi préparé cette session avec le ministère français de la Défense et de nous inviter ici. Merci. On a vraiment d'excellentes relations avec la France et particulièrement au niveau du cybercommandeur et on veut donc aller de l'avant dans ce domaine. Mais le général l'a bien dit, cette résilience, de façon typique, c'est les 3 R, résister, recouvrir, réparer et réagir. Mais à mes yeux, encore plus important, c'est la première lettre, c'est A, anticiper. Pour moi, la résilience, c'est être capable d'être en avant, un pas en avant sur les autres, planifier. Et ça, parmi les militaires, on est très familier avec ce concept. Il y a le plan B, le plan C. Pourquoi? Parce que dans le cyberespace, contrairement aux autres domaines, eh bien, on ne peut pas être assuré des bases, si vous voulez, ou du domaine. Par quoi? Parce que c'est un espace virtuel avec l'architecture qui, la plupart du temps, sont donc la propriété de différentes entreprises. On ne peut jamais le prendre pour acquis quand on en a besoin. Eh bien, dans la navigation, on peut envoyer donc notre navire. Mais le plus important pour nous dans la résilience, c'est d'anticiper. Alors, quand on parle de coopération et tout un chacun
me dira que personne n'est capable de contrôler le cyberespace et aucune entreprise n'est capable de le faire. C'est assez évident. Qu'est-ce qui tombe sous le sens? C'est que nous, on parle bien sûr de l'Union européenne. Eh bien, plusieurs pays ont différentes visions et perceptions et sensibilités concernant le cyberespace, la cybermenace et la façon d'y faire face. Alors, qu'advient-il? C'est difficile d'avoir une procédure unique, des statistiques conformes et de bonnes pratiques. Et différents pays et la façon de faire face à cet cyberespace, aux menaces et aux risques sont différents d'un pays à l'autre. Des agences, ou bien comme en Espagne et en France, on travaille de façon similaire. On a un commandant militaire et quelqu'un qui recouvre, qui chapeaute les services militaires et son intelligence, l'autre la communication, etc. Donc, c'est différent lorsque l'on s'adresse à nos homologues dans le pays voisin. Il est difficile aussi de mettre en œuvre un processus de décision rapide. Et ça, c'est le défi majeur auquel on est confronté. Aussi, dois-je concéder que parfois, on n'a pas assez de confiance. C'est facile de partager, voyez-vous, et de former les gens quand on parle des capacités de la défense. Mais quand on parle de données sensibles, là, c'est une autre paire de manches. Comme le général l'a dit, il y a beaucoup de difficultés à surmonter pour y parvenir. Différents pays et donc différents niveaux de développement et d'avancement dans la culture en matière de cyberespace. Merci. Alors, à présent, je vais m'adresser au cybercommandeur de l'Estonie. Dans le cyberespace, eh bien, la ligne de départition entre le civil et le militaire est difficile à identifier. On parle de l'impact sur l'énergie et sur l'infrastructure de l'eau qui pourrait être menacée. Mais donc, si des adversaires ciblent notre infrastructure civile, alors il y a des conséquences pour notre sécurité nationale, n'est-ce pas? Alors, selon votre expérience, et les Estoniens ont beaucoup d'expérience en la matière, comment est-ce que l'Union européenne, dans son ensemble, pourrait réagir face à ce défi particulier? Merci de m'avoir également invité. C'est un grand honneur. C'est mieux qu'au mois de janvier cette fois-ci, et donc je suis très heureux d'être ici parmi vous et souligne la bonne coopération avec le commandeur cybercommandeur donc français et aussi espagnol. Venons-en, pour en venir à votre question, Pauline, je dirais que pour nous, les mots qui ont été utilisés comme la redondance, et c'est très important parce que nous, on est un petit pays, nous on s'assure que tout un chacun qui a un peu l'esprit patriotique doit avoir l'occasion de participer à notre cyberespace de la défense. Dans le cyberespace, on intervient avec les civils dans les 5 minutes. Et donc, il n'y a pas un espace militaire cyberespace. Il y a des armes, bien sûr, mais ils sont fermés. Mais quand on parle en général de structures comme la C5, c'est toujours lié à certains parties du civil. Et tout un chacun peut apprendre de cela de chez nous. On s'assure que tous les acteurs du civil, toutes les entités, organisations et entreprises puissent rapporter donc l'autorité. C'est le Parlement qui est responsable de la cybersécurité. On a une excellente coopération avec eux et on a mis en œuvre une plateforme pour les experts afin qu'ils puissent participer à la cyberdéfense sous la forme, bien sûr, de la Ligue de la cyberdéfense estonienne. Et ces personnes-là sont toutes ont gagné notre confiance, si vous voulez. On échange régulièrement des informations avec eux à tout moment. On s'est assuré également qu'on puisse mettre en œuvre une ligne de commande tout en les intégrant dans la défense. Ils ont aussi des capacités, si vous voulez, que les militaires ou que les gouvernements ne sont jamais capables de s'approprier. On n'a simplement pas l'argent pour leur payer un tel salaire.
Et donc, il y a des domaines spécifiques comme les systèmes ICS ou des technologies spécifiques où eux sont, si vous voulez, invités pour nous soutenir et ils ont toutes les autorisations pour le faire. Et c'est cela, comme ça, qu'on a développé notre résilience. Il y a plusieurs films aussi, notamment celui qui pourrait être terminé par un Pearl Harbor dans le cyberespace, et on doit s'assurer que lui soit capable de nous contacter. Et alors, je dis quelque chose d'étrange dans ces réseaux, par exemple, alors il faut creuser et on peut s'assurer qu'ensemble, pour voir s'il faut lancer une grande campagne de sécurisation ou une petite. Donc, il y a toujours moyen d'élever le niveau d'échelle. C'est ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, c'est travailler dans ce sens-là. À présent, je me retourne donc au général Osmond. La France va donc assurer la présidence du Conseil en janvier de l'Union européenne. Et les cybercommandeurs, quelles sont les priorités pour ce semestre clé? Sur quoi allez-vous vous pencher lorsque tout sera passé? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un cyberagenda dans la présidence française, donc sur l'agenda. Autre bonne nouvelle, c'est qu'on tiendra compte des contributions des autres pays, dont notamment du personnel de l'Union européenne, des institutions. On voit un succès dans l'espace militaire cyberespace selon les deux lignes. Un, donc les concepts de commandement et les doctrines, donc s'améliorer dans l'utilisation des mêmes termes, les mêmes mots, et partager des informations, comment on fait face à la menace. Ensuite, le développement de certaines capacités. Y a-t-il des capacités que l'on puisse développer ensemble pour économiser les efforts et développer des synergies? Et finalement, développer le réseau des recherches militaires, des équipes de réaction, surtout quand on fait face à la menace, et élaborer ce réseau de sorte que l'on soit réellement meilleur dans la prévention de ces attaques et bien sûr de la résolution. Alors, je vous l'ai dit, on fera un recours aux travaux existants réalisés au niveau européen pour aller pas plus loin. Et à cet égard, on fait le lien précisément, pas seulement avec d'autres pays qui ont récemment été chargés de la présidence du Conseil, comme la Slovénie, bien sûr, mais aussi travaillera-t-on avec les équipes militaires, le personnel militaire lié à ce domaine et qui entreprend actuellement des grands travaux dans l'élaboration de documents, de l'importation des documents, notamment la vision et la stratégie européenne du cyberespace comme domaine opérationnel, théâtre opérationnel complet, et ceci au niveau donc de l'élite militaire européenne. On espère bien sûr que ce document aboutira avant la fin de cette année, afin qu'on puisse partir de cette feuille de route pour avancer dans nos échanges, dans le débat dès le premier semestre 22. Quant au développement des capacités, là, on constate que peu de choses ont été faites au niveau européen. Toutefois, à nos yeux, il y a un projet important dirigé par l'Allemagne, le CIDCC, le domaine de formation de centre de coordination de cyberespace. Ce sont les Allemands. Et selon les Allemands, le chef de file, eh bien, ce sera excellent pour l'échange d'informations et faire face à la menace en qualité d'acteur européen. On sera étroitement connecté au personnel militaire européen, espérons-nous, que ce soit dans le cadre d'un théâtre opérationnel européen, mais aussi en temps de paix, pour ainsi dire. Et ainsi, on a tant confiance en ce projet que l'on est récemment passé donc d'observateur dans le projet PESCO, initié donc par l'Allemagne. Et d'ailleurs, nous espérons également que l'Union européenne puisse développer ses capacités en termes de contrôle et de commandement. On en parle bien sûr, on a encore parlé ce matin. Notre rêve, c'est un système de communication européen qui nous permette de s'échanger et de s'adresser à des niveaux très confidentiels, bien sûr,
on le confirmera dans un avenir proche. Et finalement, comme je vous l'ai dit, essayer de se connecter et de développer, déployer un réseau de recherche militaire. Et on partira pas de zéro. C'était une contribution des différentes agences de la défense européenne. On a organisé des exercices. Il y a notamment le MIC. Et je ne sais plus ce que signifie cet acronyme militaire. Donc, la conférence de l'interopérabilité militaire. Donc, ce sont des services, des exercices civils au niveau technique et stratégique, où on s'efforce de interconnecter sur base volontaire, bien sûr, donc les capacités militaires et donc l'Union européenne. Le dernier exercice a eu lieu donc au printemps, la prochaine fois en Estonie en 22 ou en Lettonie, et ensuite suivi par un exercice au niveau stratégique en France à la fin du printemps prochain. Et finalement, je tiens à annoncer un événement dans le cadre de la présidence française, et ce sera la conférence des cybercommandeurs à Paris, fin janvier 22. Des invitations seront adressées à tous nos homologues européens pour travailler à un agenda qui, bien sûr, sera d'un grand intérêt pour tout un chacun. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, la FIC va toujours contribuer à ces exercices stratégiques. Vous découvrirez demain, d'ailleurs, un papier blanc écrit par Fix Agora, Forum des parlementaires qui travaillent à ce cyberespace. Ce document recensera les initiatives à prendre tant au niveau national que européen dans le cadre de la cyberdéfense et la cyberdiplomatie qui en sont les porte-drapeaux, si vous voulez. Ceci, bien sûr, pour vous dire que le prochain FIC aura lieu au mois de juin 22 et on espère entendre votre retour là-dessus. Avant de passer à la prochaine question, je voudrais avoir une idée quant au nombre de questions dans la salle. Une question là, là et là. Bien, alors j'attendrai de poser une autre question. Je voudrais d'abord donner la possibilité aux participants de poser leurs questions. Général White du MUMS, vu qu'on parle de matière européenne, monsieur, veuillez entrer et donc avancer votre question. Brigadier General Sean White. Je suis le nouveau directeur d'information, cybersécurité et communications dans le militaire européen. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, le général Sean White, directeur communication des systèmes d'information de la cyberdéfense du personnel militaire. Et j'ai été nommé donc le 1er août et donc je me forme encore. Je me réjouis bien sûr de travailler avec mes collègues dans les pays et à certains points qui ont déjà été traités avec mon collègue français. Et je me réjouis pour mieux connaître, apprendre à connaître donc mes homologues et d'avancer dans la matière. Bien, je m'adresse à monsieur. Permettez-moi de vous demander de vous présenter au début. Présentez-vous d'abord. Pourriez-vous vous lever et vous présenter? Alors, c'est elle qui tient le micro en raison du Covid. Ne pas prendre en main. Bien, je m'appelle Jean-Louis Gergorin. J'enseigne donc la stratégie à Sciences Po à Paris. Et je suis consultant et j'ai donc également travaillé à la cyberdéfense et la cybersécurité. Ma question, c'est de revenir sur ce qui a été dit sur le Pearl Harbor de cyberespace. C'était le ministre de la Défense Gates qui a évoqué cette expression. Et ma question, c'est ne pensez-vous pas, généraux, que ce que l'on voit se produire, c'est moins le Pearl Harbor, mais la cyberguérilla, la cyberguérilla, en ce sens où il y aurait une multiplicité de cyberattaques
qui se passe en dessous d'un seuil d'une guerre cyberespace. Au sommet de l'OTAN, ceci a été évoqué, ce challenge, ce défi qui est créé par cette multiplicité de cyberattaques en dessous du seuil de ce qu'on pourrait qualifier d'une guerre de cyberespace. Comment réagissez-vous à des cyberattaques vis-à-vis des systèmes infrastructurels énergétiques? Et on le voit, il y a une prédisposition, si vous voulez, des maçonnages qui pourraient s'activer à tout moment et certaines forces qu'il y a là derrière. Comment réagir à ces menaces qui sont de plus en plus fréquentes parmi certaines puissances? Une autre question, et alors on revient à nos orateurs. Qui veut poser la question? Allez-y. Romane Descoteaux, journaliste pour Radio France Internationale. J'ai deux petites questions. La première est liée à la question précédente. Que pouvez-vous nous partager concernant les menaces, sans peut-être dire qui est impliqué, mais que pouvez-vous parler de l'évolution des capacités? Et puis, deuxièmement, je crois que vous avez tous des problèmes de manque de ressources humaines spécialisées. Savez-vous si vos opposants potentiels font face aux mêmes défis? Merci. Merci. Ce sont deux questions excellentes et on parle plus de guérilla plutôt que d'attaque vers l'arbre cybernétique. Et puis les questions concernant les menaces. Amiral, pourrions-nous commencer avec vous? Je crois que l'OTAN a dit clairement lors de du dernier sommet que vous pouvez faire face à une attaque cybernétique avec toute capacité que vous ayez, non seulement dans le domaine de cyberespace. Si vous êtes attaqué, vous pouvez répondre avec tous les moyens, c'est-à-dire sur le sol, maritime, naval ou dans l'espace. Deuxièmement, une attaque contenue et intense peut être considérée comme une attaque normale sous l'article 5 et vous pouvez l'appeler comme une attaque sous l'article 5 et y répondre. Donc, vous pouvez y répondre par le moyen que vous jugez correct. Voilà ma réponse à cette question-là. Le cyberguérilla, c'est une très bonne question et un concept très intéressant. Je ne pense pas que nous sommes dans une situation de guérilla. Et cet après-midi, il y aura une table ronde pour savoir si nous faisons face à une guerre froide cyber. Je crois que nous sommes entre les deux. C'est quelque chose de nouveau, un mélange de tout, ni l'une ni l'autre. Lorsque nous pensons de guérilla, nous pensons en France, nous voyons un groupe d'opposants qui est imbriqué dans la population, qui combat pour sauvegarder ses propres intérêts de façon asymétrique et non conventionnelle par le biais du terrorisme, par exemple. Et certains de nos adversaires le font, mais d'autres sont en même temps ce que vous venez de dire correctement. Ils prépositionnent des systèmes au sein de nos systèmes qui vont dormir pendant des années et qui sont activés lorsqu'il serait nécessaire. Et pour faire face à cela, il faut c'est plus qu'une guérilla. Il faut avoir une organisation d'État très forte de la recherche, les bonnes ressources humaines. Donc, pourquoi devons-nous faire face à un mélange de tout? C'est parce que certains adversaires sont des pirates et hackers individuels qui cherchent la gloire. D'autres le font pour l'argent. Souvent, il s'agit de rançons logiciels. Il y a des groupes de criminels, cybercriminels. D'autres sont soi-disant des groupes de cybercriminels, mais travaillent pour des organisations d'État. Et d'autres sont encore des États. Donc, il faut faire face à tous les opposants. Et comment faisons-nous face à ce prépositionnement dans le système? Nous essayons de les identifier. Et lorsque nous le faisons, nous ne crions pas du toit que nous le faisons parce que nous ne voudrions pas que notre opposant sache que nous sommes au courant de ce qu'il fait. Et
Donc, c'est comme cela que nous faisons face à cette menace. Et bien sûr, tout cela est très confidentiel. Comment caractérisons-nous les attaques? Bon, je crois que j'y ai répondu. Et avons-nous une pénurie des bonnes ressources humaines? Oui. Jusqu'à présent, nous avons pu attirer pas mal de ressources, mais nous grandissons à une telle vitesse que nous avons besoin de beaucoup de nouvelles têtes. Et c'est un problème commun au gouvernement français et aux sociétés françaises. On ne produit pas assez de cybertechniciens, d'ingénieurs, et nous devons en former plus. Mais jusqu'à présent, nous avons réussi à recruter, à garder des gens assez bien. Certaines personnes travaillent pour nous parce qu'ils veulent servir le pays et travailler pour le gouvernement. D'autres veulent avoir une bonne position sur le CV. Certaines personnes cherchent de l'argent. Et lorsque nous recrutons des gens, nous pouvons être compétitifs avec le secteur privé. Après, l'écart se creuse. Et nos adversaires, est-ce qu'ils font face au même problème? D'habitude, ils ne partagent pas ces informations avec nous, mais nous espérons que c'est le cas. Merci. Maintenant, je vais passer à mes critiques. Nous avons parlé brièvement des questions de la main-d'œuvre. Oui, allez-y. Je dirais que nos adversaires sont très opportunistes. Et je répéterai ce que a déjà été dit. Ils sont opportunistes lorsqu'ils voient des vulnérabilités. Ils vont en profiter même s'ils ne veulent pas l'utiliser. Nous avons vu ce qui se passait en Ukraine en 2015. Je crois qu'une attaque semblable sur un pays de l'Ouest aurait d'autres conséquences. Il ne s'agit plus d'une question militaire. Ce sera probablement passé par d'autres canaux et on invitera les articles 4 ou 5. Comment se protéger de cela? Il faudrait un système de sécurité, cybersécurité qui englobe toute la société, qui permettrait de soutenir aussi les sociétés qui sont des cibles. Il faut changer l'attitude et devenir proactive plutôt que de réactive. En Estonie, nous chassons les vulnérabilités dans nos propres réseaux civils et militaires pour avoir un certain avantage. Pour les trouver avant les autres. Donc, ce sont deux choses très importantes parce que nous ne pouvons pas connaître toutes les positions. Nous n'avons pas les ressources pour toutes les positions, donc nous devons prendre des gens du civil et en transformer en membres de notre communauté et puis utiliser tous les systèmes. Parce que tous les systèmes sont uniques et les agences du gouvernement ou militaires ne peuvent pas aller dans des centres nucléaires précises et chercher quelque chose sans connaître le système. Donc, il faut impliquer les gens qui sont dans ces sociétés, dans ces systèmes, afin de pouvoir avoir... Donc, il faudrait avoir des moyens de contact entre les deux parties parce que les gouvernements ont souvent plus d'informations qu'ils ne partagent. Il y a des raisons pour lesquelles les gouvernements ne les partagent pas tout de suite. Et pour les problèmes de ressources humaines des criminels ou d'autres adversaires, je ne vais pas en parler. Merci beaucoup. Je vais simplement poser une question avant d'ouvrir donner le micro à la salle. Je crois que beaucoup de personnes dirais que la coopération avec les partenaires industriels est la clé pour augmenter nos cybercapacités. Je voudrais savoir si certains de vous pourraient partager avec nous de bonnes pratiques que vous avez identifiées dans votre domaine. Et les initiatives récentes européennes, est-ce que vous pensez qu'elles sont bien orientées ou est-ce qu'elles aident les partenaires militaires et industriels qui peuvent créer ces
ces capacités. Mais avant votre réponse, je voudrais accueillir des questions. La personne au fond de la dame au fond de la salle, au début de la salle. Oui, je suis chef de Telefonica en France. Général, vous avez parlé des outils et je me demande des solutions. La plupart des solutions que nous utilisons, je travaille avec des multinationales. Nous avons des outils américains. Il y en a certains qui sont français, bien sûr. Mais comment trouvez-vous des outils que tous les États européens, en qui tous les États européens ont confiance? Et il y avait un monsieur au fond de la salle. S'il vous plaît, relevez-vous pour qu'on puisse vous voir. Ce serait magnifique. Bonjour. Comme vous êtes tous d'accord, je dois me présenter. Hugo Monemer, apprenti de la cybersécurité. Comme vous êtes tous d'accord, la coopération commence par le partage des informations. Le problème étant, est-ce que vous partagez des informations actuellement concernant les nouvelles menaces que vous détectez dans le cyberespace, même si cela implique votre propre vulnérabilité? La deuxième question est, est-ce que vous ne pensez pas que le processus dans le système militaire et ailleurs dans la société vous fait perdre du temps? Et en fait, vous ne pourrez jamais être en avant des menaces à cause de ces pertes de temps processuelles. Pour être sûr que j'ai bien compris la deuxième question, vous dites que la coopération internationale ralentit la réponse. Non, non, le processus européen. C'est magnifique, parce que j'ai parlé de la coopération avec les partenaires industriels et maintenant Telefonica et répond, etc. Michael, est-ce que vous pourriez répondre d'abord? Merci beaucoup pour ces questions. Je commencerai avec PESCO. Même si nous ne pouvons pas le contrôler, ça va nous aider, la politique étrangère, etc. Parce que nous avons vu que les fonds communautaires qui ont déjà été libérés aident la cybersécurité aussi, parce que les acteurs dans l'industrie comprennent que leurs systèmes doivent être sûrs aussi, donc ils font appel à des différentes sociétés de cybersécurité, ce qui augmente nos connaissances. Et comme nous avons tendance à garder des liens avec eux, il y a un retour d'informations vers nous aussi. Bon. Et là, il y a plusieurs initiatives cyberinitiatives de PESCO. Si elles réussissent, c'est bon. Si elles ne réussissent pas, nous pourrons au moins identifier les failles. Et cela va nous aider. Vous avez posé une question concernant les outils, les outils en quoi nous pouvons avoir confiance. Et puis, le monsieur a dit que la bureaucratie nous ralentit. L'outil principal pour promouvoir l'échange d'informations est un chat room, une salle de bavardage. Donc, d'habitude, nous ne cachons pas les IOC, mais nous cachons le contexte. Donc, l'information voyage très vite et les outils sont les experts eux-mêmes. Jusqu'à présent, la coopération est basée sur la communauté des experts, non pas vraiment sur les outils. D'habitude, nous avons une personne de confiance qui fait partie de la structure. Et c'est ça le défi, parce en fin de journée, personne ne comprend si cybercommande est cybercommandement est un domaine de renseignement ou de domaine militaire, mais en fin de compte, nous recevons de l'information des mêmes sources parce que les outils sont tous là et nous utilisons bien sûr les mêmes outils. Merci.
Brièvement, les meilleures pratiques sur la coopération avec l'industrie, nous en avons une en France. Nous essayons de nous assurer que les sociétés de la défense et le ministère de la Défense a signé une convention avec les premières sociétés pour comprendre la cybersécurité dès la conception. Et le ministère de la Défense fournit de l'aide pour entretenir cet effort de cybersécurité. Il y a d'autres choses à faire lorsque nous pensons de développer des outils. Nous devons regarder déjà ce que l'industrie pourrait nous fournir. Dans l'actualité, il y avait une histoire. Le cas Pegasus était à la une cet été. Je ne vais pas en faire un commentaire, mais utilisons-le comme un scénario fictif. Et si c'est vrai qu'une société privée peut vendre des outils à des pays qui n'ont pas la possibilité de développer ces outils eux-mêmes afin d'espionner sur d'autres pays. C'est très grave et nous ne pouvons pas rester aveugles à ce que le secteur fait et peut fournir. Pouvons-nous développer un mécanisme afin de développer des outils de confiance au niveau européen? C'est très difficile de répondre. Nous aimerions pouvoir le faire. Je crois que c'est une question posée à ANSSI plutôt parce que c'est leur responsabilité. Il s'agit de la sécurité civile. Mais lorsque nous regardons des technologies telles que la 5G, il n'y a pas encore une réponse européenne à cela. Il n'y a pas encore le mécanisme développé au niveau européen pour y faire face. Est-ce que nous partageons des informations avec des partenaires? Oui, nous ne pouvons pas dire avec qui et quel genre d'informations, mais nous le faisons. Y a-t-il un mécanisme au niveau européen pour faire la même chose? Il y a des prémices d'un mécanisme et une volonté de faire plus. Je vais expliquer les expériences en Espagne, ceux qui travaillent bien. Nous avons 3 équipes de réponse IT, des CERT. Un que nous contrôlons, un deuxième pour toutes les administrations, pour l'État, pour toutes les administrations locales, et puis la troisième équipe est pour les sociétés privées. Et nous travaillons au sein du Forum du Conseil national de la cybersécurité avec eux presque tous les jours. Chaque fois qu'il y a un incident signalé, nous travaillons ensemble, peu importe qui est impliqué. Et nous essayons d'améliorer la coopération publique-privée, où nous avons créé un forum pour la cybersécurité publique et privée afin de le faire. Et toute société peut signaler une initiative et nous travaillerons ensemble. Et l'objectif principal pour la première année est de créer des lois, des normes, des procédures, des méthodes avec les sociétés privées. En fait, elles fournissent les muscles parce qu'ils ont beaucoup de gens et nous avons les compétences afin de développer quelque chose. Et nous avons des groupes de travail, des équipes et nous travaillons assez bien ensemble. Le micro n'est pas penché. Y a-t-il un outil? Je crois en tant qu'Européens, nous avons l'habitude de travailler ensemble. Nous avons des institutions qui travaillent ensemble depuis des décennies. Nous avons des institutions. Je ne crois pas qu'il faille créer de nouveaux outils. Il faut plus de volonté. Nous travaillons déjà ensemble, mais il faut un peu plus de volonté. Mais je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui manque. Micro, hors micro.
Et il y a des fournisseurs français, bien sûr, espagnols comme Panda ou d'autres. Sur base de vos observations, certains de ces acteurs ont-ils une portée européenne pour vous permettre à tous de les utiliser et d'y avoir confiance? Vous parlez de la défense de l'industrie européenne, c'est ça? Oui, en fait, en Espagne, nous faisons quelque chose de semblable. Nous donnons une préférence aux industries nationales plutôt que des choses qui viennent des États-Unis. Nous essayons de renforcer notre autonomie tout de même. Un des problème est que si vous demandez aux 27 membres États ce que c'est que l'autonomie stratégique, vous aurez 27 réponses différentes, mais donc il y a toujours un problème. Maintenant, il nous reste 11 minutes. Il y a une question d'un monsieur là. Et y a-t-il encore des questions? Sinon, il n'y aura plus de possibilité de poser des questions. Si vous voulez, n'oubliez pas de vous présenter et de vous lever. Je suis heureuse de Business Intelligence Services à Consultance. J'ai quelques questions. Tout d'abord, lorsque vous regardez les capacités russes et chinoises actuellement en cyberdéfense, quel est le déséquilibre par rapport aux forces européennes? Par exemple, quand vous regardez les capacités cyberoffensives, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prise en compte dans la cybercommunauté européenne, ou est-ce qu'on en parle, ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être à l'ordre du jour à long terme? Deuxièmement, la question concernant le protectionnisme européen vis-à-vis des menaces chinoises. Lorsque vous regardez le récent accord de screening FDI et qui ciblait des sociétés chinoises et il semble être Est-ce que vous pensez que c'est un moment d'éveil pour que les partenaires européens travaillent vis-à-vis des menaces de l'étranger? Et puis, comment est-ce que vous déclencherez de l'intérêt chez des jeunes patriotes ou des individus qui sont motivés par d'autres choses afin de remplir l'écart, de diminuer l'écart de compétences? Y a-t-il encore une question? Sinon, je vais poser une dernière question. C'est-à-dire, où sommes-nous lorsqu'il s'agit d'une doctrine européenne commune concernant la cyberdéfense? En avons-nous besoin, en fait? Et nous sommes tous au courant d'une conférence stratégique et ça pas dans la bonne direction. Mais si vous voulez poser la question concernant la Chine, amiral, nous pourrions commencer. Ah voilà la question simple. Nous avons besoin d'une doctrine commune en Europe. J'avais l'habitude de lier le cyberdomaine avec tous les autres domaines. Hier, j'ai pris l'avion de l'Espagne. Au début, au démarrage, le contrôleur était national. Puis on est passé à l'aiguilleur du ciel en France et il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème pour passer la main, pour collaborer. Ce serait difficile de défendre des doctrines étatiques séparées. On a besoin de coopération lorsqu'un pays est sous attaque. Tout le monde doit être alerté. Maintenant, comment attirer les gens à notre commandement? En général, le cybercommandement, ce n'est pas un outil pour défendre l'État. Ce que nous voulons, nous avons besoin de soldats, des soldats qui vont se battre dans le cyberespace. Nous
nous allons les former, nous allons leur donner les outils pour se battre dans le cyberdomaine en coordination avec d'autres domaines sous le contrôle du commandement, du commandeur. Donc, nous avons besoin de soldats. Est-ce que vous voulez devenir soldat? Joignez-nous. Si vous voulez devenir être responsable de sécurité, de cybersécurité dans une société, allez dans une société. Nous n'avons pas peur de former des gens pendant des années et afin de les perdre vers le privé, parce qu'ils vont continuer à travailler dans le cyberdomaine, mais dans un autre contexte. Ce n'est pas un problème. Nous, comme toute société, nous fournissons des informations, une formation, il y a un contrat. Si nous formons un pilote, il faut qu'il reste avec nous 4 ou 5 ans, et puis après, il est libre de partir dans l'aviation civile. Ce n'est pas un problème. Mais nous ne perdons pas la connaissance. Nous perdrons la personne ou le talent, mais nous n'allons pas perdre la connaissance. Nous allons continuer à gérer la connaissance. Et vous êtes libre de partir. Michael, je ne sais pas si vous voulez prendre la question sur la Chine. Merci, non. Merci. Je suis dans le domaine militaire. Donc, je vais laisser la question de la Chine aux hommes politiques. Ce n'est pas ma tasse de thé. Maintenant, je viens à une question assez intéressante concernant comment retenir la main-d'œuvre et attirer les jeunes. L'Estonie a une armée de réserve, toujours. Cela veut dire que nous avons aussi une conscription. Et nous nous sommes assurés que toutes les personnes qui ont des talents dans l'éthique peuvent joindre le cybercommandement et resteront des réservistes pendant plusieurs années. Et comme mon collègue espagnol vient de dire, même s'ils passent aux structures civiles, nous ne perdons pas. Nous gardons toujours des liens, mais 8 à 10% de nos recrues proviennent de ce programme. Donc, nous avons ces talents pendant 11 mois. Nous pouvons travailler avec ces personnes talentueuses et essayer de les attirer pour rester avec nous. C'est l'approche qui est actuelle en Estonie. Ça marche depuis plusieurs années. Et quelle était l'autre question? Non, je vais laisser aux autres. Au général. Monsieur, vous avez la tâche très simple de répondre aux questions simples. Avons-nous besoin d'une doctrine européenne? Tout à fait. Si nous voulons coopérer, nous devons au moins utiliser la même taxonomie et utiliser les mêmes termes et utiliser les termes corrects. Et nous devons faire face à comment nous fournissons la cyberdéfense à des missions européennes. Y a-t-il la possibilité d'une capacité européenne offensive? Pas dans le proche avenir. C'est une question de pouvoir souverain et ce n'est pas une question à l'ordre du jour actuellement. Comme les autres ont dit, la question de la Chine est trop politique pour moi. Et puis, comment déclencher l'intérêt parmi les jeunes pour qu'ils se joignent à nous, à part la fibre patriotique et intérêt dans le domaine et un incitant financier. Il y a deux possibilités. Il y a des passes de carrière. Nous devons accepter le fait que pas mal de nos guerriers, nos cyber-guerriers vont rester avec nous 5 ou 6 ans et puis passer au privé. Mais je crois que nous devons réfléchir à la capacité de garder le contact avec ces cyber-guerriers par un système de réserve ou autre chose pour qu'ils reviennent quand ils ont une crise de la quarantaine et ils voudraient changer de nouveau. Voilà, je ne suis pas une experte en Chine, donc je ne vais pas répondre à la question. Donc, voilà.
Je voudrais simplement remercier les trois orateurs. Merci, merci, merci. C'était une discussion très intéressante et très utile. Je voudrais remercier le public. Je crois que dans les mois à venir, nous devrions voir avec quelle vitesse ce qui a été déclenché en partie par Covid aura un impact sur la situation à l'avenir et sur le financement d'État. Et ce serait intéressant de voir quelles seront les conséquences sur la cybersécurité. N'oubliez pas de regarder le livre blanc qui sera dévoilé demain. Merci et bon séjour en ligne.